Je n'ai jamais été la favorite. Je pense que je m'en suis rendu compte très tôt, avant même de comprendre ce que signifiait être invisible au sein de sa propre famille. Je m'appelle Amy Morgan, et si ma vie était une pièce de théâtre, j'aurais passé des années à jouer un figurant tandis que ma sœur, Jessica, était la vedette incontestée. Depuis toute petite, j'ai appris que tout ce que je faisais serait considéré comme bien, mais jamais extraordinaire. En grandissant, je me suis habituée à entendre mes parents parler de Jessica avec une étincelle dans les yeux, comme si chacune de ses actions méritait d'être célébrée. Si elle dessinait, c'était une artiste née. Si elle obtenait une note moyenne, c'était parce que le professeur n'avait pas bien enseigné. Et moi, je pouvais obtenir les meilleures notes de la classe, gagner des concours, remporter des prix, et, au maximum, je recevais un hochement de tête distrait avant qu'il ne change de sujet. C'est ainsi que j'ai appris que si je voulais quelque chose, il faudrait la conquérir par mes propres moyens. À 16 ans, pendant que ma sœur sortait avec des amis et dépensait l'argent de mes parents en vêtements chers, je travaillais à temps partiel dans une librairie. Ma première voiture était une vieille voiture d'occasion en piteux état, payée avec des mois d'économie et des soirées où je rentrais chez moi épuisée. À 23 ans, alors que Jessica abandonnait l'université parce qu'elle n'avait pas la patience d'étudier, je travaillais d'arrache-pied pour progresser dans ma carrière de marketing. Chaque promotion que je gagnais, chaque avancée que je faisais, était le fruit d'efforts. Mais, pour ma famille, rien de tout cela n'avait d'importance. Lors du dîner où j'ai annoncé ma première promotion, ma mère m'a interrompue pour dire que Jessica avait posté une nouvelle selfie et reçu 1000 likes. Mon père a ri et a dit que c'est vraiment impressionnant. J'ai senti ma gorge se serrer, mais j'ai souri. J'ai avalé ma frustration, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Déterminée à construire quelque chose pour moi-même, je me suis plongée dans le travail. Tandis que mes collègues partaient aux afterworks, je restais tard au bureau, peaufinant des campagnes, étudiant les tendances, absorbant chaque détail du marché. À 27 ans, j'ai conquis mon indépendance. Un petit appartement, mais rien qu'à moi. Le jour du déménagement, j'ai convoqué ma famille pour leur montrer l'espace pour lequel j'avais tant peiné. Ma mère a regardé autour d'elle et a simplement commenté que le salon paraissait plus petit que prévu. Mon père, sans quitter des yeux son téléphone, a demandé si le serveur avait déjà été appelé. Nous étions chez moi, mais il semblait plus intéressé par le restaurant où nous allions dîner ensuite. Quant à Jessica, elle filmait tout en déclarant qu'elle pourrait utiliser l'appartement comme décor pour ses vidéos. C'était comme si ma plus grande conquête n'était qu'un détail, insignifiant dans leur vie. J'aurais dû être habituée, mais quelque chose en moi a souffert à cet instant. Pendant des années, j'ai essayé de compenser le manque de reconnaissance par un effort doublé, mais cela n'a jamais été suffisant. Quand j'ai acheté ma nouvelle voiture, j'attendais, même sans vouloir l'admettre, une certaine validation. Après tout, j'avais passé des années à conduire cette vieille Corolla qui menaçait de me laisser tomber à chaque coin de rue. Cependant, lorsque je me suis garée chez mes parents pour montrer ma réussite, ma mère s'est contentée de murmurer « Ah, c'est bien, hein ?» Mon père, enthousiaste, a commenté que Jessica était en train de rencontrer un homme d'affaires riche et qui sait qu'elle n'aurait peut-être plus jamais besoin de travailler. Leur enthousiasme était évident. Pas pour moi, mais pour elle, toujours elle. Avec le temps, j'ai fini par accepter que rien ne changerait. C'était comme si j'étais sur une scène où ma présence était ignorée, tandis que Jessica brillait sous les projecteurs. Mais malgré tout, j'ai continué. J'ai continué à travailler, à investir dans ma carrière, à construire quelque chose de solide pour moi-même. À 30 ans, j'ai atteint une étape que beaucoup rêvent d'atteindre. J'ai été promue directrice de marketing. C'était un poste prestigieux, conquis après des années de dévouement, des nuits blanches et des choix difficiles. Lorsque j'ai annoncé la nouvelle dans le groupe familial, j'attendais au ear, moins un félicitations. Mais ce que j'ai reçu fut un message vocal de ma mère, toute excitée, racontant que Jessica préparait un mariage luxueux avec son fiancé influent. Enfin, la famille va avoir quelque chose de grand à célébrer. Et ils ont célébré. Ah, comme ils ont célébré. Ce furent des mois de préparatifs, d'événements et de dîners interminables où l'on ne parlait que de robes, d'invités célèbres et de la fortune du marié. Ma mère s'extasiait à chaque détail. Mon père disait que c'était le mariage de l'année. Et moi, je n'étais qu'un nom oublié sur la liste des invités. Même quand j'ai acheté un cadeau extrêmement cher, dans une tentative de montrer ne serait-ce qu'un peu de soutien, je n'ai reçu aucun signe de reconnaissance. Le jour du mariage, alors que tout le monde s'émerveillait devant le spectacle, je me suis assise dans un coin de la salle, observant la fête comme une étrangère. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas autorisée à ressentir de la tristesse. Une certitude grandissait en moi. Je ne serai jamais suffisante pour eux. Après le mariage,
J'ai essayé de prendre mes distances émotionnelles avec la dynamique de ma famille. Ce n'était pas facile, mais je me suis persuadée que si je me concentrais uniquement sur mon propre chemin, les choses deviendraient plus légères. Et pendant un temps, cela a fonctionné, jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, le mariage parfait de Jessica s'effondre. Son mari, que tout le monde idolâtrait, s'est révélé être un échec financier et infidèle. En l'espace de quelques semaines, elle est revenue chez mes parents, sans argent, sans stabilité, sans rien. C'est alors que j'ai compris que, pour eux, rien ne changeait vraiment. Ma sœur restait la priorité. Le ton de voix de ma mère lorsqu'elle m'a appelée fut le même que d'habitude. Une demande qui ne ressemblait pas à une demande, mais à un ordre déguisé en sollicitude. « Amy, tu dois aider ta sœur, ma chérie. Tu sais qu'elle n'a nulle part où aller. » Cela m'a donné un coup de poing dans l'estomac. Après tout ce que j'avais fait pour devenir indépendante, il s'attendait à ce que je sacrifie ma stabilité pour quelqu'un qui n'avait jamais levé le petit doigt pour moi. Mais, comme toujours, j'ai cédé. J'ai sorti mon portefeuille, payé quelques factures en retard pour elle, acheté de la nourriture pour l'aider à se relever. Je voulais croire que, cette fois, je recevrais un minimum de gratitude. Mais la réalité était tout autre. Pour mes parents, je ne faisais qu'accomplir mon rôle. Pour Jessica, mon argent était un droit acquis. Et quand je pensais que rien ne pouvait plus me surprendre, le coup final est venu. Ma mère a suggéré que je cède le voyage que j'avais gagné au travail à ma sœur. Elle en a plus besoin que toi, Amy. Tu as déjà tout. Mais Jessica, eh bien, elle a besoin d'un nouveau départ. Cette fois, quelque chose en moi s'est brisé. Peut-être était-ce l'accumulation d'années de négligence. Peut-être le ton désinvolte de ma mère, comme si cela était la chose la plus naturelle au monde. Mais, pour la première fois, j'ai dit non. Et ce n'était pas un « je vais y réfléchir », ni un « on en reparle plus tard ». C'était un non absolu, définitif. Le silence de l'autre bout du fil était assourdissant. Ma mère ne savait pas quoi répondre immédiatement, comme si elle n'avait jamais envisagé que je puisse refuser. Puis vint la manipulation habituelle. « Amy, tu es égoïste. Ta sœur a besoin de soutien. Maintenant. » Mais cette fois, je m'en fichais. Je n'allais pas abandonner ce que j'avais conquis. J'ai fait mes valises et je suis partie pour l'Europe. Et pour la première fois de ma vie, j'étais juste Amy, pas la sœur de Jessica, pas la fille qui devrait toujours être compréhensive et généreuse. Juste moi. J'ai passé 3 semaines à découvrir des villes que je ne connaissais jusque-là qu'à travers des films, à manger dans des restaurants incroyables, à expérimenter la liberté de ne rien, avoir à prouver à personne. Je me réveillais sans le poids du passé, sans la peur d'être éclipsée, sans ce besoin constant de validation. Lorsque je me suis installée dans un café charmant à Paris, en observant le mouvement des gens, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. La paix. Une paix si profonde qu'elle m'a presque effrayée. Était-ce cela, exister par soi-même? Était-ce cela, être libre? Revenir à la maison après ce voyage fut comme traverser un portail. De retour en enfer. Je savais que je rencontrerais de la résistance. Je savais que ma famille n'accepterait pas bien ma décision, mais rien ne pouvait me préparer à ce qui allait réellement se passer. Dès que je suis entrée dans mon appartement, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait des vêtements éparpillés sur le canapé qui n'étaient pas les miens, des cartons ouverts tartala sur le sol, un parfum excessivement sucré imprégné dans l'air. Puis j'ai entendu sa voix. « Ah, enfin! Tu mettais du temps à revenir. » Jessica était là, assise sur mon fauteuil préféré, avec un air d'ennui, tenant ma télécommande comme si j'étais chez elle, comme si c'était sa maison. Mon cœur s'est emballé. Je me suis dirigée directement vers la chambre et le choc fut encore plus grand. Mes vêtements avaient été poussés dans un coin, mes affaires étaient en désordre et à la place de ma valise, la même valise que j'avais emmenée pour ce voyage tant rêvé, il y avait ces valises, remplies de vêtements de marque. La salle de bain débordait de produits qui n'étaient pas les miens. Ma maison, mon refuge, avait été envahie sans aucun avertissement, sans aucune demande. « Qu'est-ce que tu fais ici, bon sang ?» ai-je demandé, sentant la colère monter comme un incendie incontrôlable. Jessica a soupiré, a levé les yeux au ciel et a répondu avec une naturelle déconcertante. « Maman et papa ont dit que je pouvais rester ici. Tu as de la place en trop. » Pendant un moment, je suis restée sans réaction. Ce n'était pas une surprise que mes parents aient pris cette décision pour moi. Ils le faisaient toute leur vie, mais l'impudence de Jessica m'a frappée d'une manière différente. Elle ne semblait pas le moins du monde gênée, ni même essayer de justifier ses actes. Au contraire, elle agissait comme si elle me rendait un service en occupant mon appartement. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme, mais ensuite est venu le coup de grâce. « Ah, et avant que... j'oublie, nous avons vendu ta voiture. »
Le sol semblait disparaître sous mes pieds. Quoi? Ma voix était basse, presque inaudible, mais en moi, tout criait. Ce n'était qu'une voiture, Amy. Tu pourras en acheter une autre. J'avais besoin d'argent. Le mépris dans sa voix, la manière dont elle banalisait quelque chose pour lequel j'avais travaillé des années, a fait bouillonner mon sang. C'est à cet instant précis que quelque chose en moi a changé pour toujours. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas réprimé ma colère. Je l'ai laissée déborder. Avec une froideur que je ne soupçonnais pas posséder, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Pars. Jessica a ri, comme si je plaisantais. Mais il n'y avait aucune once d'humour dans mon expression. « Tu n'as pas ce droit », a-t-elle rétorqué en croisant les bras. « Si, j'en ai. Cet appartement est à moi. La voiture que tu as vendue était à moi. Et, pour la première fois de ma vie, je ne laisserai pas ni toi ni nos parents décider de ce que je dois faire. » Elle a soufflé, a de nouveau levé les yeux au ciel, mais quand je suis restée immobile à la porte, elle s'est rendue compte que je ne bluffais pas. « Tu es ridicule. » Je m'en suis fichée. Pour la première fois, je n'en avais rien à faire. Jessica a marmonné, a pris son téléphone et a fait exactement ce à quoi je m'attendais. Elle a appelé ma mère. En moins de 5 minutes, elle criait au téléphone, pleurant comme si elle était la victime. « Maman, Amy, me mets dehors. Je n'ai nulle part où aller. » J'ai fermé les yeux, anticipant la tempête à venir. Et bien sûr, il n'a pas fallu longtemps avant que ma mère ne m'appelle. J'ai décroché dès la première sonnerie, non pas parce que je voulais écouter, mais parce que je devais mettre fin à tout cela une bonne fois pour toutes. « Amy Morgan, qu'est-ce que tu penses faire? Ta sœur a besoin de toi. Comment peux-tu être aussi insensible? » Le ton autoritaire habituel, comme si j'étais une enfant, turbulente se faisant gronder. Mais cette fois, je n'étais pas disposée à écouter. Je fixe des limites, maman. Pour la première fois de ma vie. Mon ton était ferme, inébranlable. De l'autre côté du fil, ma mère a soupiré, indignée. Ce n'est pas une question de limite, c'est une question de famille. Tu devrais aider ta sœur, pas la jeter dehors. J'ai respiré profondément, sentant chaque fibre de mon être se réorganiser. Famille. La famille, c'est le soutien mutuel, maman. La famille, c'est le respect. Tu veux que j'aide Jessica? Très bien. Je vais l'aider à ma façon. Et j'ai raccroché. Simplement. Pour la première fois, j'ai coupé la conversation avant qu'on ne me persuade de céder. Jessica m'a regardée, perplexe, attendant que je rechange d'avis, mais je l'ai simplement fixée et j'ai dit la seule chose qui importait à ce moment-là. Je veux que tu partes d'ici avant la fin de la journée. Jessica a soupiré, mais a compris que je ne reculerais pas. Pour la première fois, elle a vu que je n'étais plus la même personne qui acceptait tout en silence. Sans autre alternative, elle a rassemblé ses affaires petit à petit, marmonnant entre ses dents et envoyant des messages frénétiques à nos parents. Mais rien de tout cela ne m'affectait plus. Lorsque la porte s'est finalement refermée derrière elle, un silence étrange s'est emparé de l'appartement. Un silence qui, pour la première fois, ne m'apportait pas de solitude, mais un soulagement. Je me suis dirigée vers le salon et me suis affalée sur le canapé, sentant mon cœur encore battre à tout rompre. Tout mon corps tremblait, non pas de peur, mais de libération. Pendant des années, j'ai laissé les autres m'éteindre, décider pour moi, me reléguer au second plan. Maintenant, pour la première fois, j'étais aux commandes. Mais je savais que ce n'était pas la fin. Mes parents n'accepteraient pas facilement ce revirement, et je n'étais pas disposée à ignorer ce qu'ils avaient fait. Vendre ma voiture sans ma permission fut la goutte d'eau, et je ne laisserai pas passer cela. J'ai passé la nuit à rechercher des avocats, à lire sur les droits de propriété et à élaborer un plan. Je n'étais plus une petite fille qui acceptait les injustices. Et si ma famille pensait qu'elle pouvait continuer à me traiter comme une tirelire ambulante, elle était sur le point de découvrir que cette version d'Amy appartenait au passé. Le lendemain matin, avant même d'avoir pris mon café, j'ai contacté un avocat et lui et expliqué toute la situation. Pour la première fois, je me battais pour ce qui m'appartenait. Au début, mes parents ne prirent pas cela au sérieux. Lorsqu'ils reçurent la notification officielle du procès, ma mère m'appela, choquée. « Amy, c'est une blague, n'est-ce pas? Tu es vraiment en train de poursuivre ta propre famille? » Le ton d'indignation de ma mère aurait pu m'affecter à un autre moment. Mais maintenant, je ne ressentais qu'un froid calculé. Ce n'est pas une blague, maman. Vous avez vendu ma voiture sans ma permission. C'est un crime. À l'autre bout du fil, son silence était chargé d'incrédulité, comme si elle ne parvenait pas à comprendre que, cette fois, je ne faisais pas que menacer. Mon père tenta d'invoquer la raison. « Ma fille, réglons cela en famille. Il n'est pas nécessaire d'impliquer la justice. » Mais la famille n'a jamais rien réglé pour moi.
Quand j'avais besoin d'être vue, quand j'avais besoin d'être valorisée, la famille n'était jamais là. Les jours qui suivirent furent une véritable tempête. Jessica, bien sûr, ne ratait pas l'occasion de dramatiser tout sur les réseaux sociaux, postant des sous-entendus à propos de « sœurs ingrats » et de personnes sans cœur qui ne pensent qu'à l'argent. Mes parents, eux aussi, jouèrent la carte de la manipulation, appelant des parents éloignés pour se présenter comme les victimes de « la fille cruelle qui voulait détruire sa propre famille ». Mais rien de tout cela ne me touchait. À chaque tentative de manipulation, cela ne faisait que renforcer ma certitude d'être sur la bonne voie. Mon avocat était catégorique. Nous avions un dossier solide. La voiture était à mon nom et la vente sans autorisation était illégale. Il n'y avait aucune échappatoire. Pour la première fois, ils allaient devoir affronter les conséquences de leurs propres actes. Le jour de l'audience, mes parents arrivèrent au tribunal avec un air d'indignation, comme s'ils étaient les victimes d'une injustice terrible. Jessica portait des lunettes de soleil et un foulard autour du cou, comme si elle était en deuil. Je les observais en silence, ressentant quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Du pouvoir. Pour la première fois, j'étais aux commandes de la narration. Lorsque mon avocat présenta les preuves, documents de la voiture, relevés bancaires, échange de messages, je vis le désespoir dans les yeux de ma mère. Mon père gardait une expression sévère, mais son pied tapait de l'impatience. Jessica, comme toujours, tentait de transformer le tout en spectacle, soupirant bruyamment et lançant des regards théâtraux au juge. Mais ici, dans ce cadre, ces manigances n'avaient aucun poids. Quand le verdict fut annoncé, c'était comme si l'air devenait plus léger. Mes parents furent condamnés à me rembourser intégralement pour la vente de la voiture et à payer une indemnisation pour le préjudice moral. Le juge fut clair. Ce qu'ils avaient de fait n'était pas une erreur innocente, c'était du vol. Ils devraient vendre des biens pour couvrir la dette et, ironiquement, la maison dans laquelle ils avaient élevé Jessica comme la fille dorée fut la première mise en vente. J'ai vu ma mère s'effondrer, mon père serrer les dents, Jessica pâlir. Mais je n'ai ressenti aucune pitié. Pendant des années, ils m'avaient tout pris. Cette fois, c'était eux qui perdaient. La nouvelle se répandit rapidement au sein de la famille. Des oncles et des cousins qui ne s'étaient jamais vraiment intéressés à moi commencèrent à apparaître avec des messages vagues, cherchant à comprendre ce qui s'était passé. Mais je savais que leur curiosité n'était pas une question de justice, mais de scandale. Mes parents, jadis si fiers et moralisateurs, étaient désormais ruinés, et Jessica, pour la première fois de sa vie, n'avait personne pour nettoyer le désordre qu'elle avait causé. Elle tenta de se relever seule, mais sans l'argent familial pour la soutenir, sa vie dorée s'effondra. Je vis ses publications sur les réseaux sociaux diminuer, ses voyages disparaître, les marques de luxe céder la place à des vêtements ordinaires. Pour la première fois, elle connut ce que c'était de vivre sans privilège. Et moi, j'ai enfin expérimenté la liberté de ne plus m'en soucier. Avec l'argent de l'indemnisation, j'ai acheté une voiture bien meilleure que celle qu'on m'avait volée. Je suis retournée à mon travail, j'ai continué à progresser dans ma carrière, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de profiter de mes succès sans culpabilité. Mes parents ont tenté de me contacter à plusieurs reprises, mais ils n'étaient plus que des voix lointaines, des fantômes d'un passé que je n'avais plus besoin de porter. Le fardeau d'être la seconde meilleure était enfin derrière moi. Désormais, j'étais simplement Amy, et cela, enfin, suffisait. Au fil des mois, quelque chose de curieux s'est produit. J'ai réalisé que l'absence de ma famille n'était pas un vide à combler, mais un soulagement. Pour la première fois, ma vie semblait légère. Il n'y avait plus cette attente constante de prouver ma valeur à des personnes qui ne m'avaient jamais vraiment vue. Je pouvais sortir dîner sans m'inquiéter que ma mère appelle pour demander des services. Je pouvais voyager sans me sentir coupable de ne pas aider Jessica. Je pouvais tout simplement exister, sans porter le fardeau d'être la seule responsable de l'équilibre familial. C'était une sensation nouvelle, étrange au début, mais incroyablement libératrice. J'ai commencé à investir davantage en moi. J'ai suivi des cours de cuisine, quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. J'ai adopté un chien, un mélange de chien de rue caramel que j'ai nommé Oliver, et rapidement il est devenu mon meilleur ami, m'accueillant chaque jour avec une joie que personne dans mon ancienne maison ne m'avait jamais manifestée. J'ai aussi noué de nouvelles amitiés avec des personnes qui m'appréciaient pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais leur offrir. Peu à peu, j'ai compris que le concept de famille ne devait pas nécessairement être lié au sang. Je pouvais construire ma propre famille, fondée sur le respect, le soutien et l'amour sincère. Avec le temps, je me suis autorisée à explorer des facettes de moi qui étaient restées endormies pendant des années. J'ai voyagé à nouveau, mais cette fois, sans la nécessité de fuir.
J'ai pris un avion pour la Grèce, me suis assise au bord de la mer Égée, et j'ai laissé le vent emporter les derniers vestiges du passé qui pesaient encore sur mes épaules. C'est là, en regardant cette mer d'un bleu infini, que j'ai enfin compris. Je n'avais jamais eu besoin d'être validée par quiconque. Tout ce temps à chercher la reconnaissance de ma famille avait été une course sans ligne d'arrivée. Mais maintenant, je ne courais plus. Je vivais simplement. Et quand je suis revenue, j'ai su que j'étais véritablement libre. Il n'y avait plus de peur des représailles, ni de culpabilité, ni cette sensation d'être toujours redevable envers quelqu'un. Mes parents, ils ont encore tenté de se rapprocher, surtout lorsque leur maison fut finalement vendue et qu'ils duraient déménager dans un endroit plus petit. Mais je ne leur ai plus laissé revenir dans ma vie. Quant à Jessica, elle a disparu. Non pas parce que j'avais fait quelque chose, mais parce que, sans l'avantage de vivre aux dépens des autres, elle avait compris qu'elle n'avait aucun pouvoir sur moi. Et la vérité, c'est que, pour la première fois, cela ne me faisait plus rien. Au début, il y eut des moments où je me surprenais à penser si j'avais pris la bonne décision. Rompre les liens avec sa propre famille n'est pas chose facile, et la société insiste pour romancer l'idée que la famille, c'est tout. Mais je savais que ce n'était pas vrai. La famille devrait être un havre de sécurité, et non une ancre qui te fait sombrer. Alors, chaque fois que le doute surgissait, je me rappelais ce que j'avais traversé. Je me rappelais l'indifférence dans les yeux de mes parents, le mépris déguisé en amour, la manière dont toute ma vie avait été éclipsée pour que Jessica puisse briller. Et dans ces moments, toute hésitation disparaissait. C'est ainsi que j'ai appris à réécrire mon histoire. Pour la première fois, ma vie ne tournait plus autour de la nécessité de prouver quoi que ce soit à quiconque. Mes succès étaient les miens, non. Une tentative d'obtenir un « bravo » de ceux qui ne s'étaient jamais souciés de moi. Le soulagement de cette liberté était difficile à décrire, mais absolument addictif. Et avec cela, j'ai commencé à rêver vraiment. Pas avec l'approbation, pas avec la reconnaissance. Des rêves qui m'étaient propres, conçus par moi et pour moi. Et le meilleur dans tout ça, j'avais enfin l'espace pour les réaliser. C'est dans ce nouveau chapitre de ma vie que j'ai compris quelque chose de fondamental. Je n'ai jamais été la deuxième meilleure. Je n'ai jamais été la figurante dans l'histoire de quelqu'un. On m'a seulement appris à y croire. Mes parents, Jessica et même la société dans laquelle nous avons grandi renforçaient tous l'idée que j'avais besoin d'une validation pour exister. Mais la vérité, c'est que j'ai toujours été suffisante. Ma valeur n'a jamais dépendu de leur attention. Et quand j'ai accepté cela, un immense poids s'est envolé de mes épaules. Peu à peu, tout a commencé à se mettre en place. Au travail, j'ai atteint de nouveaux sommets, non pas parce que je voulais prouver quelque chose, mais parce que j'aimais ce que je faisais. Je me suis permis de rencontrer de nouvelles personnes, certaines éphémères, d'autres durables. J'ai trouvé de la joie dans les petites choses, dans le silence de ma maison sans drame, dans le joyeux aboiement d'Oliver à mon retour. Et par-dessus tout, j'ai trouvé la joie en moi-même. Pour la première fois, mon bonheur ne dépendait de personne d'autre que de moi. L'une des plus grandes surprises de ce nouveau cycle fut de réaliser à quel point j'étais prête à explorer l'inconnu. Avant, toute ma vie était planifiée, structurée, chaque pas pensé pour éviter l'échec. Mais maintenant, je me permettais de dire oui à des choses que j'aurais ignorées auparavant. Une invitation inattendue pour un voyage de dernière minute? Oui. Un cours d'écriture créative, quelque chose qui m'avait toujours intriguée, mais pour lequel je n'avais jamais eu le courage d'essayer? Oui. Une soirée spontanée de karaoké avec des collègues que je connaissais à peine? Oui. J'ai découvert qu'il existait un monde entier en dehors de la bulle dans laquelle j'avais vécu si longtemps, et pour la première fois, j'étais prête à l'explorer. C'est dans cet esprit de nouvelles expériences que j'ai rencontré des personnes qui comptaient vraiment. Des amitiés authentiques, basées sur l'échange et non sur la convenance. Des personnes qui, ne me voyant pas comme une ressource à exploiter, mais comme quelqu'un avec qui elles désiraient simplement être, pour le plaisir de partager un moment. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'étais en manque de ce type de connexion avant de ressentir le soulagement de pouvoir discuter avec quelqu'un sans craindre d'être utilisé. Peu à peu, j'ai appris à faire confiance, à m'ouvrir, à laisser les gens entrer dans ma vie sans que cela signifie perdre une partie de moi. Ce n'est qu'alors que j'ai compris à quel point j'avais été conditionnée à croire que l'amour et le sacrifice faisaient corps. Pendant des années, j'ai cru que, pour être digne d'affection, je devais toujours être disponible, toujours céder, toujours mettre les autres avant moi. Mais la vérité était tout autre. Le véritable amour n'exige pas que l'on s'efface pour que l'autre brille. Il ne demande pas que l'on sacrifie sa paix pour que quelqu'un vive dans le confort. Le véritable amour survient lorsqu'il y a respect, réciprocité et, avant tout, un choix. Et maintenant,
J'ai enfin choisi de penser à moi-même. Avec cette nouvelle vision, ma relation avec le passé a également changé. Je ne ressentais plus de colère envers ma famille. Je n'éprouvais plus le besoin de vengeance, ni même l'envie qu'ils reconnaissent ce qu'ils avaient fait. Je continuais simplement d'avancer. Ce qui s'était passé, c'était arrivé. Ce fut des années de négligence, certes, mais je n'avais plus à porter ce fardeau. Ils ont fait leur choix, et j'ai fait les miens. Et contrairement à eux, j'ai choisi de grandir. J'ai choisi d'être libre. J'ai choisi de vivre une vie où je n'avais pas besoin de demander la permission pour exister. Avec le temps, mon ancienne vie est devenue un souvenir lointain, presque comme un mauvais rêve dont j'avais enfin émergé. Ce ne fut pas facile, bien sûr. Certaines nuits, je me surprenais encore à repenser à tout ce qui s'était passé, à imaginer comment les choses auraient pu être différentes si mes parents avaient fait d'autres choix, si Jessica avait appris à apprécier ce qu'elle avait. Mais au final, ces questions n'avaient plus d'importance. Je ne pouvais pas changer le passé, mais je pouvais décider de ce que je ferais de mon futur. Et mon futur n'incluait plus d'être l'ombre de quiconque. C'est alors que, un après-midi quelconque, assise dans mon café préféré, j'ai perçu quelque chose de simple mais puissant. J'étais heureuse. Pas ce bonheur forcé que j'avais, l'habitude d'afficher lors des réunions de famille en tentant de masquer ma frustration. C'était un bonheur authentique, paisible, sans besoin de validation. Pour la première fois, j'étais suffisante pour moi-même. Il n'y avait plus de comparaison, plus de ressentiment. Il n'y avait plus que moi, libre, vivant la vie que j'avais toujours méritée. La véritable preuve que j'avais surmonté tout cela arriva quelques mois plus tard, lorsque j'ai rencontré ma mère par hasard dans un supermarché. Elle m'a vue avant que je ne puisse l'éviter et s'est dirigée vers moi avec ce regard chargé de nostalgie et de regret. « Amy », dit-elle avec un sourire hésitant, « ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. » Je me suis contentée d'acquiescer, attendant le discours que je savais venir. Et il vint. Elle m'a parlé de combien la vie était devenue difficile depuis que leur maison avait été vendue, de comment Jessica n'avait pas réussi à se relever comme il l'espérait, de la manière dont tout semblait s'effondrer. Puis, sur un ton presque répété par cœur, elle a demandé « Tu ne regrettes pas ta famille ?» J'ai pris une profonde inspiration, absorbant la question. Avant, cette conversation m'aurait bouleversée, m'aurait fait remettre en question mes choix. Mais maintenant, je connaissais la réponse. J'ai souri, non par arrogance, mais avec la certitude tranquille de celle qui a enfin compris sa propre valeur. Pas comme avant, maman. Elle a cligné des yeux à plusieurs reprises. Surprise. Peut-être s'attendait-elle à ce que je cède, comme tant de fois auparavant. Mais il n'y avait plus de place pour cela. Je l'ai saluée poliment, et j'ai repris ma route, sans fardeau, sans culpabilité. Et, pour la première fois, j'ai senti que cette histoire était enfin parvenue à sa fin. Je suis sortie de ce supermarché en ressentant quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, la légèreté. Ce n'était pas seulement la liberté d'avoir dit non à ma mère. C'était la certitude que je n'avais plus à porter ce passé avec moi. Pendant des années, j'avais cherché à être vue, à être valorisée, à trouver ma place dans une famille qui ne m'avait jamais vraiment reconnue. Mais maintenant, je n'en avais plus besoin. J'avais construit ma propre famille, même si elle n'était pas de sang. Mes amis, mes réussites, mes choix, tout cela faisait partie de celle que je suis aujourd'hui. Et, enfin, c'était suffisant. Les jours suivants, j'ai réalisé que cette rencontre ne m'avait pas ébranlée. Aucune partie de moi ne désirait revenir en arrière. Aucune partie de moi ne regrettait ce qui était déjà parti. Au contraire, cela ne faisait que renforcer le fait que j'étais exactement là où je devais être. L'Amy d'autrefois serait rentrée chez elle en se demandant si elle aurait dû être plus compréhensive, si elle aurait dû donner une autre chance. Mais l'Amy d'aujourd'hui, elle a simplement continué à vivre, car pour la première fois, la vie était vraiment la sienne. Les mois passèrent, et ma vie continua d'avancer, riche en nouvelles expériences, nouvelles conquêtes, et entourée de personnes qui m'appréciaient vraiment. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Jessica, et, pour être honnête, je ne me suis jamais souciée de la chercher. Mes parents ont tenté à plusieurs reprises de renouer le contact, mais j'ai gardé la distance que j'avais tant lutté pour obtenir. Non par rancœur, mais parce que j'avais enfin compris que certains liens valant mieux d'être laissés derrière. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Je n'avais plus besoin de tenter de faire entrer ma vie dans un moule qui ne m'était jamais destiné. Ce n'est que lors d'une soirée quelconque, alors qu'Oliver dormait à mes côtés sur le canapé et que je regardais un film, que j'ai réalisé à quel point tout avait changé. Il n'y avait plus cette angoisse dans la poitrine, ce poids constant de devoir prouver quelque chose. Il n'y avait plus de peur, ni de doute. Pour
La première fois, j'étais simplement moi, sans avoir à me justifier, sans avoir à plaire. La deuxième meilleure n'a jamais existé. J'ai toujours été unique, toujours été suffisante. J'ai juste dû me libérer pour le voir. Et maintenant, je vivais selon mes propres termes. Et cela enfin suffisait.